Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de Kin 24 télévision. Merci surtout de nous garder dans vos cœurs pour ce énième numéro de Femme Leader. Femme Leader de ce jour reçoit pour vous une avocate. Il s'agit de Maître Nadia Zagabé. Elle est avocate au barreau de Kinshasa, Matete. Maître, bonjour. Bonjour madame. Et surtout bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Maître, avec vous, nous allons parler du code de la famille modifié et surtout les articles qui font avantage aux femmes. Nous avons eu à parcourir certains articles qui apparemment avantage un peu la position de la femme dans la société. Est-ce que vous pouvez en énumérer quelques-uns? Voilà. L'un des articles, par exemple, qui fait honneur à la femme, c'est l'article 448. Dans l'ancien régime, c'est-à-dire la loi portant code de la famille de 1987, il était question de l'autorisation maritale que la femme devait obtenir préalablement pour passer certains actes juridiques. Mais sous l'emprise de la nouvelle loi, les choses ont été revues différemment. L'article 448 désormais dispose que les époux doivent s'accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s'obligent à une prestation qu'ils doivent effectuer. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la femme n'a plus besoin de cette autorisation maritale pour rester en justice, pour aller trouver du travail. Aujourd'hui, les choses ont changé parce qu'il faudrait un accord convenu entre madame et son mari. C'est-à-dire, l'une des innovations de cette nouvelle loi, par exemple, c'est celle-là. Aujourd'hui, on a pénalisé certains rites qui se passaient autour du décès, par exemple, des maris. Oui, il y a aussi ce problème-là qui pose un sérieux problème dans la société. Coutumièrement, jadis, il était prévu des rites autour des veuves. Mais aujourd'hui, on a pénalisé ce fait-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'article, par exemple, 543 prévoit que la mort de l'un des époux ne donne lieu ni au remboursement de la dot, comme ça se faisait dans certaines coutumes, ni à un paiement à un quelconque solde. L'article 544 aujourd'hui, par exemple, dit « est puni d'une servitude pénale qui ne dépasse pas un certain moment, quiconque aura imposé à un veuf ou à une veuve un traitement ou l'accomplissement de rites incompatibles avec la dignité humaine. » Et ça, c'est contre la belle famille. Ça, c'est par rapport à la belle famille qui vient maltraiter la femme. Voilà. C'est un article qui protège la veuve. Voilà. Entre autres, il y a l'article 545 qui dit « sont proscrites les coutumes prescrivant le paiement d'une indemnité de décès ». Il y avait d'autres coutumes qui prévoyaient aussi que lorsque quelqu'un est décédé, lorsque soit le mari ou une épouse est décédée, qu'on puisse faire payer au conjoint survivant une indemnité. C'est-à-dire aujourd'hui, le législateur a quand même prévu que certaines de ces rites qui avilissaient les personnes humaines puissent être bannis. Alors je crois que de ce point de vue-là, il y a quand même une évolution. Mais certaines langues se lèvent encore pour dire que ce n'est pas grand-chose, à vrai dire. Évidemment, on va vous donner un pouvoir. Je me dis que quelque part, il y a un revers. Pourquoi? L'article 444, qui n'a pas été du tout modifié, dit que le mari est le chef du ménage. Ça veut dire qu'en toute logique, lorsqu'il y a un chef, dans la logique humaine, il y a des subalternes. Oui. Et donc, les subalternes n'ont pas les mêmes droits que le chef. Et de ce point de vue-là, je suis désolée, quelque part, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de parité. Parce que dans une entreprise humaine, quelle qu'elle soit, une église, une entité, peu importe, je crois qu'un chef donne des orientations et les autres se mettent à obéir. Mais alors, de ce point de vue-là, parler de parité, vous êtes juriste, vous êtes avocate. Quand il y a un article qui stipule cela, ça n'annule pas déjà tout ce qui a été fait? En tout cas, je ne voudrais pas ouvrir ce débat-là. Je ne voudrais pas entrer en mal avec ceux qui ont pris l'initiative de la révision de ce document, en tout cas parce qu'en réalité ça aura beaucoup d'implications, même politiques. Je ne voudrais pas avoir de problème, mais j'aimerais quand même que les gens réfléchissent autour de ça. On laisse un mari chef
ok, comme 444 le dit. Pourquoi on le laisse chef? Parce que tout simplement, 442 dit que le mariage crée le ménage. Oui. Et le mari est chef par rapport à ce ménage qui est créé, qui le comprend lui-même, son épouse, ses enfants et toutes les personnes à qui il relève, à qui ils doivent une obligation alimentaire et qui vivent sous leur toit. Ok? Alors, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui se passe? Le corollaire, c'est quoi? Il faudrait bien que cette entité-là qui est créée, qui s'appelle ménage, ait quelqu'un pour le diriger. Et celui qui dirige, c'est le chef, c'est le mari. Oui. Et celui-là, lorsqu'il dirige, je suis sûre que, soyons logiques, quand vous dirigez, forcément, vous prenez des actes d'autorité. Est-ce que vous avez pour ça besoin de consulter toutes les autres personnes qui font partie de cette entité? J'en doute fort. J'aimerais seulement que chacun de nous pousse la réflexion un peu plus au-delà de ce texte de loi. Du moment qu'on a laissé 444, c'est vrai qu'on a changé le deuxième alinéa, parce qu'à l'époque, on disait « il doit protection à sa femme ». Mais aujourd'hui, 444 dit qu'ils se doivent mutuellement. Voilà. Protection. C'est-à-dire, soyons logiques. Quelle est la protection que la femme peut accorder à l'homme? La protection de la femme est limitée. Oui. Tandis que celle de l'homme est beaucoup plus globalisante, elle est beaucoup plus vaste. Je crois que la nature elle-même nous enseigne que la fonction de la protection revient à l'homme et non pas à la femme. Alors, parler d'annulation, comme vous avez dit, en tout cas, je préfère me réserver quant à cette annulation-là, que chacun réfléchisse à sa manière et que chacun trouve à sa manière la réponse à cette question que vous m'avez posée, parce que je signale que c'est vraiment tendancieux. Oui. Dire que ça annule, vraiment, je préfère ne pas parler de ça, mais que chacun trouve la conclusion à sa manière. Voilà, maître ne veut pas avoir des problèmes, on comprend. Maître, vous êtes aussi, vous évoluez beaucoup dans les juridictions militaires où vous rencontrez aussi les femmes. Comment ça se passe dans ces prisons-là pour ces femmes? Je crois que généralement les femmes ont un pavillon, par exemple dans les prisons, même dans la prison militaire ici, la seule que je fréquente pour l'instant, la prison militaire de Ndolo, vous verrez que les femmes ont tout un quartier et elles sont organisées, ça dépend de celle qui gère. Par exemple, il y a une directrice qui gère le quartier femmes, qui gère à sa manière, mais je crois qu'aujourd'hui, la différence c'est à quel niveau? Elles ont des droits comme les autres détenues. Elles sont, je trouve, quand même quelque part beaucoup plus organisées parce que à leur niveau, il y a des activités sportives, il y a des activités récréatives. Le règlement est le même à l'intérieur de la prison, autant pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre, ceux qui sortent à 10h retournent à 15h30, 16h. C'est exactement le même régime que pour les femmes. En tout cas, c'est vrai que par endroit, il y a certaines rigueurs, mais je crois que ça fait quand même partie de la discipline militaire. Mais en tout cas, dans l'ensemble, les droits sont les mêmes. D'ailleurs, le 8 mars, ici, tout récemment, il y a eu des activités pour les femmes qui ont été faites, évidemment, avec FAST. Et il y a eu des caméras, des chaînes de télévision qui sont passées pour filmer. Comme ça se passe ailleurs, les droits des femmes ne se prévalent que le 8 mars et après les femmes retournent dans leur tanière. Oui. Évidemment, ça se passe aussi de la même façon, que ce soit en prison, que ce soit ailleurs. Donc je crois que les droits des femmes sont respectés aussi ailleurs. Et ces femmes militaires-là ne sont pas traitées durement, parce qu'il y a aussi des femmes militaires dans ces prisons-là. Et d'ailleurs... Oui, c'est vrai. Quand vous arrivez, vous regardez le tableau des statistiques. Aujourd'hui, dans les prisons militaires, il n'y a pas que les militaires, il y a des civils aussi qui ont eu à commettre des infractions, qui ont des implications militaires. Et donc, par exemple, à Ndolo, il y a beaucoup plus de femmes civiles, si je ne m'abuse. En tout cas, tout récemment, les statistiques que j'avais, les civils étaient plus nombreuses que les militaires. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que, généralement,
les femmes ne dépassent même pas l'effectif de 50 en prison. Voilà. Donc ce sont les personnes qui se comportent mieux en société. Nous appuyons certaines femmes qui sont passées sur ce plateau réclamant la gestion du pays, de remettre ça aux femmes, parce que les femmes sont généralement plus disciplinées. Hein? Absolument. Vous vous rendrez compte que les femmes sont disciplinées, que vous allez dans tout... En tout cas, je suis sûre que si vous faites le tour de toutes les prisons du Congo, vous vous rendrez compte que les femmes sont minoritaires. Ça veut dire que les femmes n'ont pas beaucoup de problèmes avec la loi, qu'elles enfreignent difficilement la loi. Et donc, je crois que, comme vous dites, on devrait quand même donner un peu plus de postes de responsabilité aux femmes, parce qu'elles sont consciencieuses dans ce qu'elles font. Oui, ça c'est un appel que Maître Nadia, en tant qu'avocate, lance aux autorités. Maître, vous êtes sans ignorer que l'enrôlement, le processus électoral est en marche, l'enrôlement a débuté, mais il y a un sérieux problème. Les femmes vont difficilement déjà s'enrôler et marquent difficilement le pas. On est comme cela aux partis politiques, aux mouvements féministes qui ne font pas un pas, qui ne font pas des efforts pour sensibiliser ces femmes-là. Est-ce que vous êtes du même avis? Oui, je crois qu'en réalité, il y a un sérieux problème de sensibilisation. Tenez, ce matin, j'ai lu, par exemple, vous savez, j'ai lu sur le net qu'en Afrique, au Rwanda, les femmes sont les meilleures élues. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? C'est vrai qu'en 2008, j'ai lu que la majorité au Parlement était féminine. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont refait les élections, quand le mandat est terminé, qu'est-ce qui s'est passé? La loi électorale a été modifiée. Il y a eu déjà 30% des sièges qui ont été attribués aux femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 70% qui restaient où il fallait compétir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes ont encore ravi ces sièges-là à plus de la moitié. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les femmes au Rwanda sont majoritaires à 64%. Pour la simple raison que l'État a appuyé, mais aussi les femmes elles-mêmes se sont mobilisées. Alors, ce qui est vrai, c'est quoi? Moi, je crois que je vais quand même aussi lancer un appel pour demander à toutes les femmes qui ont des mouvements associatifs. Mais généralement, vous, les juristes, vous, les intellectuels, c'est vous qui militez dans les partis politiques. C'est vous autres qui êtes là, vous dirigez les associations, les ASBEL et tout ça là. Mais après, quand il faut se battre, compétir pour arriver à un certain niveau, vous vous rétractez. C'est ce qui se passe. Voilà, je crois que ce n'est pas forcément une rétractation, mais il y a certaines réalités que vous ne pouvez pas, qu'on ne peut pas étaler sur la place publique. Je donne un exemple simple. J'ai étudié, par exemple, les 3 derniers gouvernements de ce pays. J'ai étudié Matata, j'ai étudié par rapport à la représentativité des femmes. Matata avait 8 femmes, Matata 3 avait 8 femmes sur 48. Le gouvernement Badibanga avait 6 femmes sur 68 disons. Et le gouvernement Tchibala a 8 femmes. Alors je me dis, est-ce que c'est un problème? C'est au niveau de ceux qui décident dans les partis politiques aussi. Je crois qu'il y a un souci à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour qu'on vous prenne? Je crois que le grand problème, c'est quoi? Vous ne vous démarquez pas, je crois. Les décideurs doivent imposer. Parce que nous avons ratifié, la RDC a ratifié depuis plusieurs années. Par exemple, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Je crois que ce sont des choses qu'il faut mettre en application au quotidien. Et si ces choses-là tardent, il y a quelqu'un qui peut donner une impulsion, quelqu'un qui a accompagné par exemple les femmes pour qu'elles puissent émerger. Je cite le président de la République qui à un moment tenait à ce qu'il y ait la représentativité des femmes. Mais je voudrais lui dire aujourd'hui... Elles sont là dans les partis pour étaler les pagnes, pour que les hommes marchent dessus. Il y a une autre réalité, il y a aussi l'analphabétisme aujourd'hui qui réduit les femmes au silence. Lorsqu'on a étudié, aujourd'hui, quel est le pourcentage des femmes qui ont étudié, des femmes qui peuvent revendiquer? Ça aussi, est-ce que ces femmes-là se retrouvent dans les partis politiques? Non. Parce qu'il y a beaucoup de réalités qu'on ne peut pas étaler sur la place publique, qui font qu'aujourd'hui les gens se retiennent. Parce qu'il faut bien aller de l'avant. Mais vous avez quel diplôme? Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, les hommes ne font pas les cadeaux aux femmes.
Et aujourd'hui, il y a une autre, il y Mais a vous un êtes autre aspect. vous êtes consciente qu'ils ne font pas de cadeaux Mais aux femmes. ces femmes Mais que faites-vous pour remédier à cela? Ces femmes qui valent quelque chose, aujourd'hui se taisent parce qu'il y a aussi une autre manière d'accéder au pouvoir. Il y a le harcèlement. Et vous ne pouvez pas toujours porter plainte contre toutes ces personnes qui vous harcèlent. Vous voulez accéder à ce poste, vous devez donner parfois aussi une contrepartie. Et ça, ce sont des choses qui ne se disent pas sur la place publique. Je suis désolée. Et beaucoup aujourd'hui, quel est cet homme-là qui va laisser son épouse aller justement se battre dans les conditions où il risque d'être cocufié? Soyons sérieux. Oh non. Ah oui, ça aussi. Ça fait partie. Il y a ce problème d'analphabétisme, il y a ce problème aussi d'immoralité sexuelle qui pilule dans certains milieux. Ça aussi, ça empêche que les femmes évoluent. En dehors de ça, il y a beaucoup de facteurs. Est-ce que ces femmes-là ont les moyens pécuniaires, par exemple, pour pouvoir accéder justement? Aujourd'hui, vous voulez aller loin, il faudrait que vous ayez les moyens qui vous accompagnent, il faudrait que vous ayez le soutien. Je crois que ce mot d'ordre-là, l'impulsion doit venir de quelque part. Vous commencez par quoi? Il faut bien commencer par une base. Il faut bien que les gens croient en vous, que ces femmes-là qui vont vous soutenir, qui vont évidemment voter pour vous, qu'elles sachent et qu'elles se rendent compte de quoi est capable cette femme-là. Elles sont là dans les partis politiques, mais jamais ne prennent la parole, par exemple. Comment est-ce qu'on saura que cette femme-là est valable? C'est ça le problème aussi. Aujourd'hui, il y a par exemple des femmes qui sont chefs de parti. Il y en a plusieurs. Oui. Il y a des femmes qui donnent de l'impulsion. Elles sont plusieurs. Comment elles font? C'est-à-dire déjà, elles ont un cursus pour en arriver jusque là où elles sont arrivées. Oui. Et je crois que quelque part, il faut, comme je dis, comme vous l'avez dit, il faudrait qu'on commence quelque part. Vous voulez, aujourd'hui je donne un exemple, mon propre exemple. J'ai une ONG en gestation pour soutenir les prisonniers. Ce que je fais de l'assistance judiciaire. Je fais de l'assistance judiciaire, évidemment, c'est contre ma propre déontologie d'aller, par exemple, plaider pour des gens gratuitement. C'est contre la déontologie des avocats. Mais pourquoi je le fais? Parce que j'ai une ONG en gestation et je voudrais faire ces choses-là. Mais par moment aussi, je suis limitée. Limitée par quoi? Je sacrifie par exemple mon propre carburant pour aller faire ces choses-là. Je sacrifie mon temps, mon énergie. Toutes ces choses-là, je les fais pourquoi? Parce que j'ai un objectif, j'ai un idéal. Mais moi, j'ai le strict minimum. Et toutes celles qui n'ont pas le strict minimum là, vous arrivez dans un milieu reculé. Vous voulez donner par exemple des semences agricoles aux maraîchères. Il faut bien que vous ayez ces semences-là. Et si vous n'avez pas de quoi? Mais il y a un problème dans ce pays. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut nécessairement emmener quelque chose pour qu'on vous écoute? Moi, je pense que ces femmes-là aussi peuvent être seulement sensibilisées comme ça, travailler leur morale, leur faire comprendre que c'est ça. Pour qu'on arrive à atteindre un objectif, il faut savoir ce qu'on veut. Hein? Je vous donne un autre exemple. Dernièrement, le Seigneur m'a fait grâce, j'étais dans un ministère. J'ai rencontré dans ce ministère-là une femme qui avait une ONG. Elle était affiliée aux affaires sociales. Elle est venue chercher des fonds d'intervention pour organiser une conférence pour sensibiliser les femmes. Vous savez que cette femme-là a échoué tout simplement parce qu'on ne l'a pas aidée. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais malheureusement, j'étais déjà en situation de remise et reprise. Et donc, cette femme a raté, c'est un confrère, elle est avocate, elle a raté l'événement qu'elle a organisé. Elle a fait venir des gens qui pouvaient la soutenir financièrement. Elle a raté cet événement-là pour la simple raison qu'elle n'a pas eu les fonds qu'il fallait. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont levés, mais leur volonté s'arrête quelque part, parce que il faut nécessairement les moyens. Maman, nous sommes au 21e siècle. Vous n'allez pas me dire que vous allez réunir 50 mamans et qu'elles vont venir pour vos beaux yeux. Non. Ces mamans-là ont laissé qui un foyer, qui une activité pour venir vous soutenir. Et en contrepartie, il faudrait que vous puissiez les motiver. Ça ne s'appelle pas forcément une rémunération, mais ça s'appelle de la motivation. Vous emmenez, ok, vous les réunissez, vous emmenez un projet. Mais ce projet-là, pour que vous puissiez le rendre viable, il faudrait bien que vous fassiez quelque chose. Et ce quelque chose là, quoi qu'il en soit, c'est matériel, quoi qu'il en soit, c'est pécuniaire. Et il faudrait que vous puissiez payer le prix. Et pour payer le prix, il faut avoir les moyens. C'est comme ça que je dis. Les autorités, aidez les femmes à aller de l'avant. Aidez les femmes
Je me dis que les femmes peuvent avoir la volonté, mais elles sont limitées. Aider les femmes à aller de l'avant. Je crois que si vous aidez les femmes, le Congo va aller de l'avant. Maître, vous avez des ambitions politiques? Ah Des ambitions. La politique veut dire l'art de gérer la cité. Pourquoi pas gérer la cité, peu importe l'entité, pourquoi pas? Si je dois prendre ça de cette manière-là, pourquoi pas? Merci beaucoup, maître. Merci merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout vraiment bonne continuité dans votre ONG en gestation. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Ce énième numéro de Femmes Leaders recevez pour vous Maître Nadia Zagabé. Elle est avocate au barreau de Kinshasa, Matete. Et c'est pour moi ici l'occasion de vous inviter. Vous êtes femme, vous êtes leader, vous avez une activité dont on peut parler, vous êtes leader dans ce que vous faites. Venez, nous sommes là, notre plateau est là, nous allons vous recevoir et parler de ce que vous faites et je suis sûre de ce que vous faites très très bien. Merci et à la prochaine occasion. Au revoir. Tossing and turning, longing for some of your tender love. I'm waiting for the right moment.